Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Gauthier DeVos, je suis conseiller emploi, formation, enseignement au sein d'Embid Wallonie. Je vais commencer par vous remercier pour votre présence à ce webinaire avec deux partenaires de grande qualité que nous avons, donc l'IFA-PME et Fédéral Assurance. Et c'est Daniel Renard qui est chargé de mission et relations aux entreprises à l'IFA-PME, ainsi que Michel Olivier, district manager chez Fédéral Assurance. Donc, la première partie de ce webinaire, elle sera consacrée à l'alternance. Pourquoi est-ce que l'alternance aujourd'hui, c'est une voie royale vers l'emploi dans notre secteur de la construction? Quelles sont les différentes primes qui sont disponibles, tant pour le jeune que pour votre entreprise? Et un peu présenter la méthode d'apprentissage ainsi que les services que l'IFA-PME propose dans ce cadre-là. Et ensuite, donc, on aura une présentation des assurances exploitation et tout risque chantier et savoir comment choisir aux besoins de votre entreprise. Donc, je vais laisser la place donc à Daniel Renard, chargé de relations entreprises à l'IFA-PME, pour présenter l'IFA-PME, ses services et les différents points que je vous ai exposés. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et alors n'oubliez pas que toutes les petits onglets Q&A, donc Q et A, en bas à gauche de votre écran. Voilà, un très bon webinaire et à tout à l'heure. Bonjour à tous et merci de me permettre de présenter l'IFA-PME et de présenter tous les avantages. Alors, je vais commencer par essayer de partager mon écran. Alors, voilà. Partager. Et alors, il me faut encore aller. Hop, 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 hop. Je vais le mettre comme ça. Et paramètres d'affichage, on peut le mettre en plein écran. Voilà, je suppose que c'est bon pour vous tous. Si pas, je ne doute pas qu'Anaïs me fera oui, c'est bon, petit. C'est bon. Voilà. Et donc, encore merci à Mbuild et merci à vous tous d'être là. Alors, je vais vous donner beaucoup d'informations aujourd'hui, des informations pour certaines que vous connaissez déjà, donc c'est peut-être bien de les rappeler. Les PowerPoints sont assez complets, en tout cas en tout ce qui concerne les primes, j'ai voulu être très complet dans le PowerPoint. Je ne vais pas tout parcourir dans la présentation, mais comme ça, comme vous aurez les supports à la suite, ça vous permettra d'y revenir si vous avez des questions un petit peu plus précises. Alors, voilà, je suppose que ça va passer à voilà, au slide suivant. Et donc, ma présentation va se présenter en trois parties. Tout d'abord, une présentation de l'IFA-PME, mais rassurez-vous, ce ne sera pas une présentation ni ex-cathédrale, ni institutionnelle. Je vous parlerai du plan reconstruction de la Wallonie avec tout ce qui a été mis en place par la région wallonne en partenariat avec le secteur et avec l'IFA-PME pour inciter un peu plus les jeunes à se former dans nos métiers et dans vos métiers de la construction. Et puis, je terminerai par quelques slides sur la plus-value de nos formations et de nos contrats de formation dans le cadre des clauses sociales. Alors, au niveau de l'IFA-PME, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire une présentation traditionnelle, je vais partir d'une question toute simple. Alors, je vais démarrer ma vidéo, comme ça, peut-être que vous me verrez. Qui est pourquoi inscrire votre entreprise dans la formation en alternance. Et pour que ce fait, je suis parti d'une double question. On le sait,
la difficulté pour vous, entreprise, de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et on se rend compte aussi que sur le marché de l'emploi, il reste énormément de personnes, énormément de jeunes, et qu'ils ont eux aussi difficile de trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas de formation adéquate ou parce qu'ils n'ont pas de formation dans les secteurs qui sont porteurs. Et donc, pour répondre à ça, nous vous proposons une solution. Alors, ce n'est pas la seule, mais je pense que c'est celle qui convient le mieux à la fois à notre organisme de formation et à vous, entreprise. La solution qu'on vous propose, ben, c'est un système qui permet de trouver un jeune. À ce niveau-là, on va vous aider à les trouver, de le former dans votre entreprise, de le former souvent à l'IFAPME, c'est sur une très longue période. On va de 1 an à 3 ans pour nos formations. Et ensuite, si le jeune vous convient, vous pourrez le recruter, vous pourrez l'engager. Et donc, ce système, ben, quelque part, il vous permet d'assurer votre main-d'œuvre qualifiée de demain à un coût maîtrisé ou relativement maîtrisé. On le verra tout à l'heure, les allocations qui sont dispensées, qui doivent être données aux apprenants, ben, elles sont progressives naturellement par rapport à leur niveau, par rapport à leur stade dans la formation, mais ça reste encore acceptable, on va dire ainsi. C'est toujours trop cher, mais ça reste quand même acceptable. Alors, le système de formation qu'on vous propose, c'est un système de formation en alternance. Donc, vous formez le jeune 3 à 4 jours par semaine en entreprise. Alors, principalement, en moyenne, c'est 4 jours par semaine en entreprise et 1 jour par semaine en centre de formation, uniquement pour la première année du premier stade de formation, où là, nous, on dispense 2 jours de formation aux jeunes par semaine. Et donc, pour la première année du stade d'apprentissage, vous n'avez le jeune que 3 jours semaine en entreprise. Quand on dit 3 jours semaine ou 4 jours semaine en entreprise, c'est uniquement pendant les périodes pendant lesquelles il y a des cours qui sont organisés. Je prends l'exemple, je ne vais pas prendre l'exemple des vacances de Noël parce que certains d'entre vous seront en congé de compensation, mais si on prend la période du carnaval, la période de Pâques ou même la longue période des congés d'été, mais le jeune est chez vous à ce moment-là, quand il n'y a pas de cours en centre de formation, il est chez vous 5 jours par semaine. Il a droit à des congés, naturellement, mais bon, ça, c'est comme un salarié normal, hein, donc il n'a droit qu'à 4 semaines de congés. Mais donc, quand on dit vous l'avez en entreprise 3 à 4 jours par semaine, ben, c'est un minimum et c'est uniquement pendant les périodes pendant lesquelles il y a des cours qui sont organisés. Alors, ce système a beaucoup d'avantages pour vous en tant qu'entreprise, puisque vous renforcez vos équipes durablement. Je l'ai dit, ce sont des formations de longue durée, et donc ben, le jeune qui est intégré dans votre entreprise ou dans une équipe de votre entreprise, ben, il est là pour une longue période, donc il a le temps réellement de s'intégrer et de renforcer vos équipes. Je dis souvent aussi que vous assurez, grâce à la formation en alternance, la pérennité de votre entreprise. Parce que pendant toute cette formation, pendant toutes ces années de formation, vous transmettez aux jeunes réellement votre culture d'entreprise et votre façon de travailler. Et donc, ça permet réellement d'avoir un transfert de compétences entre vos équipes et vos futures équipes dans votre entreprise. Vous permettez aussi à certains de vos collaborateurs d'évoluer dans votre fonction. On le verra tout à l'heure, puisque dans le cadre de la formation en alternance, il y a un rôle qui est important, c'est le rôle du tuteur en entreprise. Donc, c'est votre salarié ou vous, parfois, le chef d'entreprise, c'est la personne donc, qui accompagne le jeune pendant toute la durée de sa formation. Ça ne veut pas dire que le tuteur doit toujours être derrière le jeune, mais c'est lui qui est le garant de l'évolution du jeune en entreprise. Et c'est avec lui que nous, IFAPME, nous analyserons ensemble comment évolue le jeune, comment ça se passe plusieurs fois chaque année pendant toute la durée de la formation. Et enfin, un rôle important aussi pour votre entreprise dans le cadre de la formation d'alternance, c'est que vous vous inscrivez dans un rôle sociétal. Pardon.
Alors, pourquoi un rôle sociétal? Parce que ça permet de former des jeunes qui n'ont pas de qualification ou qui ont peu de qualifications, de les former et de leur permettre d'avoir un emploi derrière. Et donc, même si vous n'avez pas la possibilité à la fin de la formation de l'engager, au moins c'est un jeune qui aura été euh, sorti de son niveau sans qualification et qui lui permettra bien par la suite de réellement de s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors, on parle beaucoup des métiers de la construction, mais il faut savoir qu'à l'IFAP-ME, nous avons plus de 200 formations et dans pratiquement tous les secteurs d'activité, principalement les métiers de la construction, il est clair, les métiers du bois, de la technique. On a aussi tous les métiers de l'administratif. Le seul secteur pour lequel nous n'avons pas de formation, c'est le secteur médical. Et vous comprenez naturellement le pourquoi aussi on ne peut pas former en alternance dans ces métiers-là, en tout cas pas dans les métiers de base. Alors, le réseau d'IFAP-ME, c'est aussi un réseau qui est très large, qui est réparti sur l'ensemble de la région wallonne, puisque nous sommes compétents pour la formation en alternance sur toute la Wallonie. Pour la région de Bruxelles, ce sont nos homologues du SFPME qui sont compétents pour Bruxelles, mais on fonctionne exactement avec les mêmes métiers, les mêmes formations, les mêmes durées, les mêmes contrats. Donc, si vous êtes actif sur les deux régions, il n'y a pas de problème. On peut travailler avec les deux réseaux, je vais dire, de formation. Nous avons 22 centres de formation en région wallonne et 18 services d'alternance. J'expliquerai un petit peu par la suite la différence entre le centre de formation et le service alternance. Et naturellement, comme toute grande entreprise, nous avons un siège central qui est basé à Charleroi. Alors, ce que nous vous proposons dans le cadre de la formation d'alternance, c'est naturellement un accueil, un accompagnement. Cet accompagnement, il est personnalisé en fonction de la typologie de votre entreprise, que ce soit une PME, une TPE ou une grande entreprise. Nous n'allons pas vous accompagner de la même manière, mais nous allons avoir un accompagnement qui vous est propre. Cet accompagnement, il va se dérouler d'abord par un point de contact unique. Pour les grandes entreprises, ce sera des collègues de ma cellule, grandes entreprises, qui est transversale sur l'ensemble de la région wallonne. Et pour les plus petites entreprises, ce sera directement le référent qui vous accompagnera et qui, lui, ira aussi sur le terrain pour suivre les jeunes. J'y reviendrai tout à l'heure, juste avec le slide suivant. Ce qu'on vous propose aussi, c'est, j'ai parlé un petit peu du rôle de tuteur, qui est un rôle important pour nous, IFAP-ME. Eh bien, on vous propose une formation pédagogique gratuite pour les tuteurs. Cette formation, c'est une formation d'une journée, ce n'est pas une formation longue durée, mais elle vous donne simplement des astuces pour vous permettre d'être en phase au niveau du dialogue avec vos jeunes que vous avez en formation chez vous. Et ces formations pédagogiques, elles sont dispensées régulièrement dans à peu près tous nos centres de formation. Donc, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On pourra aussi répondre et vous donner les informations sur les prochaines sessions. Enfin, un élément important pour le réseau IFAP-ME, c'est que nous essayons de faire en sorte que la formation que nous donnons en centre de formation, principalement une formation technique, elle soit en adéquation le plus possible avec vos réalités de terrain. On sait que c'est un reproche qu'on fait souvent à la formation, à l'enseignement, en disant mais ce qu'on voit à l'école ou à la haute école n'est pas ce que nous on vit sur le terrain. Et ça, on y est très attentif. Et l'élément le plus important pour nous, c'est que tous nos formateurs de cours techniques sont des professionnels en activité. C'est-à-dire que nous avons plus de 3000 formateurs qui viennent une journée par semaine, une journée par mois, quelques jours sur l'année, pour venir dispenser un module ou plusieurs modules de formation spécifiques par rapport à leur métier. Et donc, à partir du moment où ces modules de formation sont dispensés par des professionnels du métier, on peut se dire que on essaye d'être le plus proche possible de la réalité du terrain. Pardon. Alors,
je vous parlais du tuteur tout à l'heure et je viens de vous parler un petit peu de formateur. Ce schéma que vous voyez est assez révélateur de la manière dont nous, on fonctionne à l'IFAPME. Vous voyez, tout en haut, on a l'entreprise, votre entreprise. Nous avons sur la droite, dans le petit rond orange, les centres de formation avec les formateurs et les équipes pédagogiques, donc qui vont donner une formation à concurrence en moyenne un jour semaine aux apprenants. Nous avons naturellement l'apprenant qui est en lien direct avec l'entreprise et en lien direct avec le centre de formation. Et puis, nous avons sur la gauche ce qu'on appelle le référent, qui est un agent d'IFAPME et qui est basé dans les services alternance, qui sont répartis aussi sur l'ensemble de la Wallonie. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 18 services d'alternance en Wallonie, donc ils sont toujours relativement proches du centre de formation et aussi de l'entreprise. Et c'est le référent qui va proposer le contrat à l'entreprise avec l'apprenant. C'est le référent qui va se rendre en entreprise déjà par avant pour éventuellement agréer l'entreprise, donc vérifier que l'entreprise est dans les conditions pour exercer le métier. Mais c'est aussi le référent qui va aller 3-4 fois par an en entreprise pour voir comment se passe la formation d'alternance du jeune et qui va également aller voir au centre de formation comment se passe la formation du jeune en centre, quels sont ses résultats et les transmettre à l'entreprise année par année. Donc, pour nous, ce schéma est excessivement important. Il n'y a que si toutes ces liaisons se font correctement que la formation peut être un succès. Le référent, il est là aussi en support pour l'apprenant. Si l'apprenant a un problème, il peut venir s'adresser au référent. Si au niveau de l'entreprise, il y a un problème avec le jeune, je prends un exemple, qu'il arrive systématiquement en retard tous les lundis matins, ben voilà, le tuteur ou le chef d'entreprise peut contacter le référent en disant ben, il faut recadrer l'apprenant parce que ça ne peut plus durer. Mais voilà, c'est aussi le rôle du référent de pouvoir recadrer l'apprenant par rapport à ça. Alors, un dernier élément qui est sur le slide, c'est le taux d'insertion moyen qui est de 87%. Même 88% si on est pour le secteur de la construction. Et donc, ça veut dire que près de 9 jeunes sur 10 qui terminent nos formations ont dans les 6 mois un emploi dans le métier pour lequel ils se sont formés. Donc, ce sont des chiffres qui sont excessivement intéressants et ça, ben, ce n'est pas simplement grâce à nous, c'est aussi grâce à vous, grâce aux entreprises qui forment, puisque vous formez le jeune beaucoup plus en entreprise que nous en centre de formation. Au niveau des apprenants, on a deux profils d'apprenants. Parce qu'on a deux stades importants distincts de la formation. C'est d'abord par rapport à l'âge. Pour les jeunes de 15 à 25 ans, on a ce qu'on appelle la formation en alternance, en apprentissage. Et cette formation, elle se fait sur base d'un contrat qui est le contrat d'alternance, qui est exactement le même que le contrat d'alternance qui est proposé par les CEFA. Donc, on a exactement le même contrat et ce sont les mêmes allocations. Et on a un autre stade de formation qui est réservé exclusivement aux adultes. C'est ce qu'on appelle soit la formation chef d'entreprise, en tout cas anciennement, c'était le seul nom qu'elle avait. Parce que dans le cadre de cette formation-là, on dispensait tous les cours de gestion qui étaient nécessaires ou qui sont nécessaires à la reprise d'une activité ou de l'installation en tant qu'indépendant. On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes adultes n'étaient pas prêts à s'installer comme indépendants. Et donc, au niveau de nos formations, on a pour certaines formations, supprimé les cours de gestion dans le cadre du cursus standard. Et donc, on a plutôt intégré 2-3 autres modules qui sont plus dans la gestion d'équipe, la gestion de chantier. Et donc, ces formations-là, on les appelle les formations de coordination et d'encadrement. Et si un jeune qui a terminé une formation de coordination et d'encadrement souhaite à terme s'installer comme indépendant, il pourra sans aucun problème suivre simplement les modules de gestion au moment où il aura envie de s'installer. Et donc, à ce moment-là, ben, ses connaissances seront beaucoup plus fraîches pour pouvoir s'installer directement.
Donc, je vais revenir un petit peu sur le rôle de tuteur. Euh, le tuteur, c'est la personne, comme je l'ai dit, responsable de la formation de l'apprenant ou du stagiaire au sein de l'entreprise. Il veille au bon déroulement et au respect du plan de formation. Alors, le plan de formation, c'est quoi? Eh bien, chaque fois que vous allez signer un contrat de formation avec un jeune et un référent au sein de votre entreprise, on va vous proposer un plan de formation. C'est-à-dire que pour que le jeune puisse être certifié dans 2 ou 3 ans, en fonction de la durée de la formation, eh bien, on va découper toutes les tâches qu'il va devoir appréhender et toutes ces tâches seront reprises dans un plan de formation. Et comme ça, vous pourrez suivre à tout moment euh, de la formation, l'évolution du jeune, de l'apprenti ou du stagiaire, son évolution dans le cadre de l'apprentissage du métier. Le tuteur, comme je l'ai dit, eh il tient aussi au courant le référent par rapport à la formation et j'en ai parlé également, la possibilité de formation au tutorat pour mieux appréhender le rôle. Alors, quelques chiffres pour, pour terminer cette première partie de présentation. Au niveau du réseau IFAPME, c'est 18 000 apprenants par an, dont 9 500 sont en alternance. Et si on regarde rien que le secteur de la construction, ben c'est 25%, c'est 2 400 apprenants pour le secteur de la construction sur l'année 2021. Plus de 3 200 certifiés et diplômés en 2021, donc près de 500 dans le secteur de la construction, un taux d'insertion, j'en ai parlé aussi, et 3 000 formateurs, tous des professionnels en activité. C'est aussi important, c'est difficile à gérer, mais ça on tient, on ne veut pas avoir des formateurs professionnels qui soient des gens qui n'aient que le statut d'enseignant. On veut réellement que ce soit des professionnels qui viennent transmettre leur passion et leur savoir à nos jeunes. Alors, voilà pour la première partie. Alors, j'ai un petit slide pour les questions, mais comme vous l'avez entendu au départ, pour les questions, on va les regrouper à la fin de nos présentations. Donc, n'hésitez pas, vous devez avoir un petit bouton questions et réponses en bas de l'écran ou en haut. Je vois qu'il y a déjà une question qui est arrivée. On y répondra par la suite après ces 2 présentations. Alors, je vais passer maintenant au deuxième point que j'ai proposé, qui est la suite du plan de reconstruction de la Wallonie. Alors, le plan de reconstruction de la Wallonie, il a été l'élément déclencheur de ce plan-là. Il y avait un plan de relance qui était en négociation avec le gouvernement wallon. Et puis, avec les inondations qu'on a malheureusement connues en juillet 2021 en Belgique, ça a réellement été un élément déclencheur et à ce moment-là, le gouvernement wallon s'est dit, ben, voilà, il faut réellement faire quelque chose. Et donc, il a regroupé autour de la table un certain nombre de secteurs importants, que ce soit la Confédération de la construction, que ce soit l'IFAPME, que ce soit le gouvernement lui-même, et ils ont fait un certain nombre de propositions. D'une part, à l'IFAPME et d'autre part aux entreprises pour essayer d'attirer plus de jeunes, en tout cas plus de personnes dans les formations dans les métiers du secteur de la construction. On sait que ce sont des secteurs qui sont en pénurie. Et donc, ce que le gouvernement wallon a voulu via ces mesures, c'est vraiment d'augmenter l'attractivité de vos métiers par rapport aux jeunes. Alors, les mesures, elles sont de différents niveaux. D'abord, il y a les mesures pour l'IFAPME. Donc, l'IFAPME prend en charge les frais scolaires des apprenants en alternance. Voilà, ça, c'est quel que soit le métier. Ce n'est pas uniquement pour les métiers de la construction, mais donc, maintenant, nous ne réclamons plus de frais scolaires aux apprenants. Il y a également un remboursement du Minerval. Le Minerval n'est pas élevé au niveau de l'IFAPME. Il est de l'ordre de 250 à 300 euros dans la majorité des métiers. Certains métiers, il pourrait être plus élevé. Et donc, le jeune l'auditeur qui suit les cours chez nous se verra rembourser, il y a un certain nombre de conditions à respecter, se verra rembourser son Minerval
après 30 jours au moins sous convention de stage. Donc, c'est-à-dire que normalement, avant la fin de l'année, il se verra rembourser le minéral de son inscription. Enfin, ce que l'on a aussi demandé, c'est que les moins jeunes ici, puisqu'on s'adresse plus aux demandeurs d'emploi, qui se sont inscrits dans des formations en alternance IFAPME dans les métiers de la construction, ou en tout cas dans l'ensemble des métiers repris dans le plan de construction. Il y a une liste je crois que c'est 60 ou 70 métiers qui est arrêtée. Donc, il y a tout ce qui est construction, le bois et l'électrotechnique. Que pour ces demandeurs d'emploi, qu'il y ait une dispense de disponibilité sur le marché du travail. Donc ça, c'est important pour eux. Ça veut dire que pendant toute leur formation, ils ne seront plus convoqués au forum pour voir où ils en sont par rapport à leur recherche d'emploi. Donc, ils seront dispensés de cette disponibilité. Le quatrième point, c'est une modularisation des filières de formation en construction, c'est-à-dire que nous essayons de plus en plus de revoir un petit peu nos formations et de faire en sorte à ce qu'elles soient le plus modularisables possible, de manière à in fine, pouvoir s'insérer plus rapidement sur le marché du travail, mais principalement à pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises en disant, ben, moi j'ai besoin d'un ouvrier qui puisse faire ça et peut-être pas l'ensemble du métier, mais au moins pour ces tâches-là, ben, on essaie de voir par rapport aux modules qui existent et donc on peut avoir dans ce cadre-là des certifications également partielles pour augmenter l'insertion en entreprise. Et enfin, le dernier point, non, l'avant-dernier point pour l'IFAPME, c'est qu'on nous a demandé d'avoir des campagnes de communication qui sont renforcées pour justement promotionner les formations du secteur de la construction et essayer d'attirer le plus de candidats, mais de porter une attention particulière à ces candidats qui arrivent chez nous pour bien les orienter et essayer d'attirer aussi un public féminin un petit peu plus important. On sait que c'est le secteur de la construction, il n'y a pas énormément de jeunes filles qui veulent s'y inscrire et pourtant celles qui le sont très heureuses d'avoir fait l'apprentissage de ces métiers-là. Et donc, le dernier point, c'est l'accompagnement renforcé des apprenants par les référents. Souvenez-vous du schéma que je vous ai proposé dans la première partie, avec l'entreprise, avec le référent, avec le centre de formation. Eh bien, on s'est engagé à augmenter l'accompagnement des référents vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis de l'entreprise pour essayer d'aller plus régulièrement, au moins une fois en plus que ce qui était prévu avant, dans les entreprises chaque année. Et donc, l'idée, c'est vraiment de veiller à une bonne intégration du jeune, mais de vérifier aussi que ça matche bien entre le jeune et son entreprise et de vérifier que toutes les parties respectent bien les modalités du contrat ou de la convention qui ont été signées. Alors, au niveau des autres mesures qui ont été prises par le gouvernement wallon, parce que jusque-là, c'est toutes des mesures qui incombaient à l'IFAPME, il y en a un certain nombre également, c'est notamment le chèque mobilité pour tous les apprenants de l'IFAPME, c'est ce qu'on appelle le passeport drive construction. Alors, ce passeport drive, c'est quoi? C'est permettre à tous les jeunes qui sont en formation chez nous, dans votre secteur de formation, de pouvoir passer leur permis de conduire, tant le théorique que le pratique, sans coût pour eux, ou en tout cas avec une participation de maximum 2 000 €, je pense, de la région wallonne. Alors, il y a un certain nombre de conditions. On le voit, il y a d'abord un volet de formation théorique, puis il y a la formation pratique, il y a le nombre de cours pratiques, il y a
tout ce qui est accompagnement à l'examen pratique, il y a tous les frais d'inscription aux mesures. En fait, on essaye de faire en sorte à ce que tous les jeunes qui suivent une formation dans le secteur de la construction puissent, le plus vite possible, en tout cas avant la fin de leur formation, avoir leur permis de conduire. Quand je discute avec les entreprises, je me rends compte qu'elles me disent, mais on a même des ouvriers qu'on a engagés qui sont dans des équipes et qui sont sur le terrain tous les jours, qui n'ont pas leur permis de conduire. Et ça, pour nous, c'est quand même un frein. À court terme, ben, ça va s'ils sont toujours en équipe avec un qui l'a, mais à moyen terme, ça risque de poser un problème. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut éviter. Pour les plus jeunes, il y a la possibilité aussi de passer le permis 2 roues, mais s'ils ont déjà le permis mobilette, hein, ils peuvent aussi passer le permis voiture. Donc ça, c'est une mesure importante, je dirais, pour attirer un peu plus les jeunes dans ces formations en alternance. Alors, donc ça, ce sont toutes les conditions pour les permis AM et les permis B. Il est clair que si l'apprenant a son permis voiture, ben, il ne peut pas prétendre au permis cyclomoteur. Je l'ai dit, l'inverse, c'est pourtant correct. Et donc, s'il a déjà le permis théorique, ben, on ne pourra pas se faire rembourser pour la partie pour laquelle il a déjà le permis, mais il pourra bénéficier du chèque mobilité pour la suite de son parcours. Deuxième mesure qui a été décidée par le secteur et par le gouvernement wallon, donc ça n'est pas une mesure qui a été décidée par l'IFAPME, c'est d'augmenter de 100 € la rétribution mensuelle qui est versée par les entreprises. Alors, c'est une proposition, donc nous n'avons pas le pouvoir d'obliger les entreprises à augmenter l'allocation mensuelle de 100 €, mais nous essayons de faire en sorte à ce que les entreprises voilà, jouent le jeu. C'est une décision entre le secteur et la région, et donc voilà, nous essayons de faire en sorte à ce que ce soit le cas. Alors, troisième élément, c'est la prime reconstruction durable, qui est une prime de 2 000 € ou de maximum 2 000 € en fonction du stade dans lequel sont les apprenants. Donc, ceux qui commencent maintenant auront les 2 000 €, ceux qui sont en dernière année n'auront qu'une partie naturellement de la prime. Ça concerne tous les apprenants en alternance qui suivent une formation, encore une fois, dans un des métiers du secteur de la construction, du bois ou de l'électrotechnique. Alors, pour cette prime, il y a 2 cas possibles, soit que c'est un jeune qui rentre maintenant, voilà, il y aura droit, s'il y a l'augmentation de 100 €. Pour ceux qui étaient déjà avant, ils auront droit à la prime dans toutes les conditions. Je passe assez rapidement sur ici les détails parce que je sais que vous, l'intérêt que vous avez n'est pas de savoir quelles sont toutes les modalités pour le paiement de cette prime, mais c'est de savoir qu'elles existent et normalement, les apprenants reçoivent toutes les informations, que ce soit par l'intermédiaire du référent ou que ce soit par l'intermédiaire du centre de formation. Mais si vous avez un candidat, c'est bien aussi de lui rappeler qu'il pourra passer son permis de conduire, qu'il pourra avoir une prime de 2 000 €, qu'il pourra avoir 100 € en plus au niveau de l'allocation. Voilà, ce sont les 3 grands thèmes, je vais dire, des primes du plan ici reconstruction de la Wallonie. Alors, on parlait également des primes aux entreprises, parce qu'il est clair que ici, j'ai parlé beaucoup de primes pour les jeunes. L'objectif du plan de reconstruction de la Wallonie était d'attirer plus les jeunes dans vos filières. Pardon. Mais je dirais, on n'a pas pour autant supprimé les primes qui existaient pour les jeunes en formation, enfin pour les entreprises qui accueillent des jeunes en formation d'alternance. Alors, jusque maintenant, il y a 2 primes qui existent pour vous, les entreprises. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les primes P1 et P2.
Alors, ce sont des primes pour les apprentis, donc pour ceux qui sont en contrat d'alternance. La prime P1, c'est une prime unique pour l'entreprise de 750 € qui accueille son tout premier apprenant et qui n'a jamais eu de salarié. On sait qu'à ce niveau-là, il y a un certain nombre de démarches administratives en termes d'assurance, c'est important, on le verra par la suite, en termes d'affiliation à une caisse sociale, des choses ainsi. Et donc là, il y a une prime spécifique, unique, de 750 € qui est versée à l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la prime P1. Pour l'instant, uniquement pour les contrats d'alternance. La prime P2, elle, c'est pour chaque jeune que vous engagez au niveau en première année. Et si le jeune reste chez vous au moins pendant 9 mois, 270 jours exactement, eh bien, pour vous récompenser de votre investissement, puisqu'on sait que c'est dans les premiers mois que l'entreprise doit le plus investir dans le jeune pour le former, eh bien, à ce moment-là, il y a une deuxième prime, il y a une prime de 750 € également, qui sera versée à l'entreprise. Pour les contrats d'alternance, ces primes-là sont gérées par l'OFAC, qui est l'organisme de formation en alternance donc à Bruxelles, puisque ces primes sont accordées également aux apprenants du CEFA, qui sont sous contrat d'alternance. Et donc, c'est un organisme qui chapeaute l'IFA-PME et les CFA qui s'acquittent du paiement de ces primes-là. Depuis ici quelques mois, quelques semaines, le gouvernement wallon a voulu accorder ces mêmes primes aux entreprises qui accueillent des stagiaires, donc les gens qui sont plus âgés, au-delà de 18 ans, sous convention de stage. Et donc, ces primes P1 et P2 vont être étendues au public adulte, donc pour tout ce qui est convention de stage également. Si vous avez déjà des jeunes en alternance et que vous êtes dans les conditions pour recevoir des primes, vous allez recevoir prochainement un courrier ou un email, normalement avant la fin de l'année, pour vous poser certaines questions d'ordre administratif, mais aussi et surtout vous demander le numéro de compte pour qu'on puisse vous payer ces primes. Et ce sont aussi des primes de 750 €, pardon, excusez-moi, 750 € pour le premier stagiaire que vous accueillez et 750 € pour tous les stagiaires qui sont restés au moins 270 jours dans votre entreprise. Et donc voilà, on a essayé avec le gouvernement wallon, de faire en sorte à ce que tout le monde s'y retrouve, principalement, je le redis, les jeunes, puisque la volonté est d'attirer un peu plus, enfin même beaucoup plus, de jeunes dans les formations, dans vos secteurs d'activité, mais on se rend compte aussi que c'est une charge administrative pour vous, et donc à ce niveau-là, on a essayé aussi de vous donner quelques moyens supplémentaires. Alors voilà pour ce qui concerne le deuxième point qui concerne les primes. Je ne vois pas plus de questions. Elles vont peut-être seulement arriver. Je vous laisse le temps, en tout cas, de les rédiger, de les mettre dans le petit QR que vous avez en haut ou en bas de l'écran. Ça dépend de votre configuration. Et alors, moi, je vais vous parler d'un troisième point qui sera très rapide. C'est un petit point sur les clauses sociales. Alors, les clauses sociales, c'est quoi? J'ai voulu remettre ici une première définition. Je l'ai faite la plus simple possible. Donc, les clauses sociales, ce sont des stipulations contractuelles par lesquelles un pouvoir adjudicateur poursuit, au travers d'un marché public, un objectif de formation ou d'insertion de demandeurs d'emploi ou d'apprenants, ou un objectif d'intégration de personnes en situation de handicap. En fait, les clauses sociales, elles sont arrivées d'une part, pour éviter un petit peu le dumping social, c'était une des raisons, mais aussi en se disant, ben, moi, entreprise, moi, gouvernement wallon ou service public de Wallonie ou quel que soit le pouvoir adjudicateur public,
ça peut être une ville, une commune, une province. Je demande à ce que la personne qui va remporter le marché de travaux que je veux faire réaliser via un cahier des charges, que cette entreprise fasse un effort de formation ou de recours à l'économie sociale. Donc, c'est une définition excessivement large de la clause sociale que je viens de vous donner ici. Et donc, vous, en tant qu'adjudicataire, en tant qu'entreprise qui soit, pardon, avait déjà remporté des marchés dans lesquels il y avait des clauses sociales, soit si vous intervenez en tant que sous-traitant pour l'adjudicateur qui a remporté le marché, à un certain moment, on peut très bien vous dire « Ah oui, mais attention, il y a une clause sociale à réaliser ». Alors, je vais passer la deuxième définition, elle est un petit peu plus longue, mais je vais la laisser, je ne vais pas trop y revenir. Et donc, dans les marchés, dans les cahiers spéciaux des charges, il y a 3 options qui sont proposées au pouvoir adjudicateur de Wallon pour inclure une clause sociale. Cette clause sociale, c'est soit une clause sociale de formation, c'est-à-dire que l'on va imposer à l'entreprise qui va remporter le marché de réaliser un effort de formation, soit d'apprenant en alternance, soit de demandeur d'emploi, pendant l'exécution du chantier, dans le cadre de l'exécution du chantier. C'est ce qu'on appelle la clause sociale de formation. Deuxième option, c'est de réserver à une entreprise d'économie sociale, une entreprise d'insertion, un lot. À ce moment-là, dans le cahier spécial des charges, on précise qu'il faut réserver un ou plusieurs lots à des ateliers protégés ou des opérateurs économiques dont l'objectif est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. Ce sont les 2 types de clauses qui est possible d'avoir. Et puis, la région wallonne s'est dit, au moment où on rédige le cahier des charges, je n'ai pas toujours envie d'imposer soit une clause sociale de formation, soit une clause sociale de recours à l'économie sociale. Et donc, je peux mettre une clause sociale flexible. Et à ce moment-là, je laisse le choix à l'adjudicataire du marché de pouvoir choisir s'il préfère faire une clause sociale de formation ou de recourir à l'économie sociale pour lui réserver un lot. Alors, naturellement, les clauses sociales ne sont pas intégrées dans tous les marchés. Il y a des conditions de durée de marché, de montant du marché. Et l'effort de la clause sociale, donc si on, dans le cahier des charges, il est stipulé que vous devez assurer je prends un exemple au hasard, 100 ou 500 heures de formation, c'est de toute façon toujours proportionnel au montant du marché. Il y a des grilles qui existent et il y a des personnes qui sont là aussi pour vous accompagner dans la réalisation de ces clauses sociales. Alors, l'entreprise, et c'est là l'intérêt, l'entreprise qui réalise la clause sociale, elle est financièrement récompensée. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple tout à fait au hasard, si dans le marché, il y a une clause sociale de formation et que vous recourez à l'alternance via une convention de stage, que cette clause porte sur 500 heures, eh bien, par heure prestée par le stagiaire sur ce marché, vous êtes récompensé de l'ordre de 6 euros, 6 euros de l'heure. Il y a là aussi des grilles qui existent. La finalité n'est pas simplement financière. La contrepartie financière qui vous est accordée, c'est simplement pour vous remercier, pour vous récompenser d'avoir réalisé cette clause sociale. Pardon. Par contre, si en tant qu'adjudicataire, vous dites non, moi la clause sociale, je n'ai pas envie de la réaliser, je ne veux pas la réaliser, à ce moment-là, il y a une pénalité financière également. Alors, ça, c'est pour l'aspect général sur les clauses sociales. Et souvent, c'est quand on a la notification du marché, quand on fait l'offre, oui, on lit peut-être qu'il y a une clause sociale, on n'en tient pas compte, on fait l'offre,
On reçoit la notification du marché, c'est bien. Et puis, quand on commence à exécuter ce marché, c'est à ce moment-là qu'on nous rappelle, que les facilitateurs de clause sociale nous rappellent, attention, il y a une clause sociale à réaliser. Si vous n'êtes pas préparé par rapport à ça, ben, au moment où vous allez démarrer le marché, vous n'avez pas le temps d'entamer toutes les démarches pour trouver un opérateur de formation qui va vous proposer un dispositif, et il en existe plus d'une vingtaine, qui va trouver le ou les bons candidats à intégrer dans vos équipes pour réaliser la clause sociale. À ce moment-là, c'est excessivement chronophage. Et donc, la plus-value à ce niveau-là de nos formations, c'est que nos formations, elles sont directement éligibles dans le cadre des clauses sociales. Imaginez que vous intervenez, que ce soit comme adjudicataire ou que ce soit comme sous-traitant dans le cadre d'un marché où il y a une clause sociale. Si vous avez déjà un apprenant IFA-PME ou même un apprenant CFA, c'est également le cas, que vous pouvez intégrer sur le marché, ben, directement, votre clause sociale, elle pourra être réalisée de cette manière-là. Vous n'aurez plus aucune démarche à faire, si ce n'est renseigner que votre apprenant va réaliser la clause sociale, et vous devez renseigner ça au facilitateur des clauses sociales. Et là, directement, vous voyez les montants dont j'ai parlé tout à l'heure, 6,12 € pour les conventions de stage, un peu moins pour les contrats d'alternance puisque les montants des allocations sont moins élevés. Mais sur un mois, je dirais, vous pouvez à ce niveau-là quand même toucher plus que que l'allocation mensuelle que vous versez à l'apprenant. Donc, la clause sociale a quand même un intérêt pécunier pour l'entreprise qui les réalise. Alors voilà. En conclusion, je voulais vous parler un petit peu de cette clause sociale parce que ce n'est qu'une raison de plus pour moi pour vous inciter à vous engager dès aujourd'hui dans la formation d'alternance. Avec l'IFA-PME, on est là pour vous accompagner dans votre projet. Vous avez ici mes coordonnées, donc n'hésitez pas, vous pouvez directement revenir vers moi si vous le souhaitez par mail, je n'ai pas mis mon numéro de téléphone, et soit que je vous relayerai vers un de mes collègues, soit que je reprendrai directement en contact avec vous. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner, et on est là aussi pour vous permettre d'assurer la pérennité de votre entreprise. Alors, merci à tous, j'espère que j'avais 45 minutes, 50 minutes, je suis à 44 minutes 30, je vois que c'est bien, à moins que je n'ai pas respecté le règle. Je repasse la parole, je ne sais pas si c'est à Gauthier ou à Anaïs. Oui, c'est moi. Désolé pour tout à l'heure pour mon petit problème de connexion. Je ne vais pas remettre ma caméra pour éviter d'avoir le même problème. Un tout grand merci, Daniel, pour ton exposé qui était très clair. Je rappelle qu'il y a eu 2 questions dans le chat. On y répondra en fin de séance, comme l'a rappelé Daniel aussi pendant son exposé. Je vais maintenant donner la parole à Michel Olivier, qui est District Manager chez Fédéral Assurance et qui va nous parler des assurances exploitation ou tourisme chantier et lesquelles choisir. Donc voilà, je passe la parole à Michel. Bonjour à tous, bonjour. Je vais essayer de partager mon écran sans faire d'erreur de manipulation. C'est parfait. C'est parfait, tout le monde me voit, tout le monde voit. Bien. Écoutez, bonjour à tous. Merci à l'IFA-PME, merci à Build pour cette invitation et de nous donner un petit temps de parole, non pas pour faire la publicité de la compagnie, mais pour vous rappeler quelques principes au niveau des assurances et principalement donc dans le domaine de la construction. Alors, je vais aborder 3 types d'assurances ici pour un petit peu vous expliquer plus en détail en quoi elles consistent. Mais tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur un élément. C'est clair que les assureurs ne sont pas toujours appréciés parce que les conditions générales, ce n'est pas clair, parce que les primes, c'est lourd, etc. Je peux en attendant vous certifier qu'après certains gros sinistres, incendies et autres, ou bien les inondations comme on a connu dernièrement, les gens sont très contents de nous voir arriver parce qu'en dehors de leur compagnie d'assurance,
il n'y a pas beaucoup d'organismes qui sont prévus pour les indemniser correctement. Donc, à votre niveau, au niveau d'une entreprise comme au niveau privatif, il y a des assurances qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent en tout cas vous permettre de vous sortir d'une situation bien délicate lorsque vous avez affaire à un dommage relativement conséquent. Alors, les trois polices que l'on va aborder aujourd'hui, donc on avait parlé de deux, c'était l'ARC et la touriste chantier, mais la décennale fait partie également du programme de la journée. Et l'objectif aujourd'hui n'est pas de vous assommer de conditions générales, mais de vous faire comprendre un petit peu quel est l'intérêt de souscrire ce type d'assurance, tout en sachant qu'il n'y en a qu'une qui est obligatoire et encore dans certaines conditions, c'est la couverture décennale. L'RC exploitation et la touriste chantier, contrairement à ce que vous pourriez croire, ne sont légalement pas obligatoires. Par contre, elles peuvent être contractuellement obligatoires, notamment pour la touriste chantier, puisque lorsque vous êtes en train de consulter un cahier des charges, eh bien, il est parfois imposé de prendre une touriste chantier. Alors, quelles sont les polices qui sont concernées et pour quels problèmes? On va ici partir du principe de 4 exemples de sinistres et on va voir un petit peu dans quelle mesure telle ou telle police doit intervenir. Exemple, un entrepreneur en gros œuvre, il y a une tempête qui va emporter le pignon. Un peintre qui laisse tomber un pot de peinture et endommage le parquet. En raison d'un tassement différentiel, des fissures importantes apparaissent sur la façade d'une maison 3 ans après la livraison. Et un chauffagiste plombier qui a une fuite d'eau dans un tuyau d'évacuation, et ce 3 mois après la réalisation des travaux. Alors, lorsque l'on parle d'un dommage et d'un sinistre, il y a 2 éléments à prendre en ligne de compte impérativement. C'est de savoir d'une part quand les dommages sont survenus et d'autre part quelle est la victime de ces dommages. Et j'aurais même tendance à dire, on pourrait ajouter un 3e élément qui est de voir également qui est le propriétaire du bien qui a subi un dommage. Mais ça, c'est en parallèle à cette réflexion. Alors, en fonction des situations que l'on va rencontrer, différentes polices d'assurance peuvent intervenir. Exemple, un dommage avec un entrepreneur en gros œuvre suite à une tempête qui emporte le pignon, comme on voyait tout à l'heure, eh bien ça, c'est un dommage au propre ouvrage qui intervient pendant les travaux et dans ce cas-là, c'est la touriste chantier qui doit ou qui peut intervenir. On peut avoir un dommage à tiers, exemple le pot de peinture qui est tombé sur le parquet. Pendant les travaux également, ça, ce sera de la RC exploitation. Par contre, lorsqu'on a un dommage au propre ouvrage du fait d'un tassement différentiel qui occasionne des fissures sur la façade d'une maison, ça c'est de la responsabilité décennale alors que nous sommes après travaux, donc le chantier est terminé et il y a eu réception provisoire et ou définitive. Et le dommage d'un chauffagiste plombier qui a occasionné une infiltration d'eau chez les voisins, eh bien là, même si c'est après que les travaux soient terminés, ce sera dans le cadre d'une RC exploitation après livraison. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu ce qu'est une RC travaux de construction. Retenez une chose très importante, c'est quand on parle de RC, c'est de la responsabilité civile. C'est 1382 à 1384 les articles du Code civil qui font qu'à partir du moment où vous occasionnez un dommage à un tiers, vous êtes obligé de l'indemniser en proportion du préjudice subi. Donc, c'est une assurance qui vise à garantir l'indemnisation des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle. Alors, dans une police de type RC, responsabilité civile, il faut toujours qu'il y ait 3 éléments.
il faut d'abord qu'il y ait une faute de votre part, parce que s'il n'y a pas de faute, s'il y a un dommage quelque part, mais que ce n'est pas vous le responsable, ce n'est pas vous qui devez indemniser. Il faut qu'il y ait d'abord une faute de votre part, il faut qu'il y ait un dommage, qu'il soit corporel ou matériel, mais qu'il soit bien constatable. Et il faut également qu'il y ait un lien de causalité avec votre activité professionnelle. Alors, qui va-t-on couvrir dans le cadre d'une exploitation? Le chef d'entreprise, bien évidemment, son personnel et toutes les personnes faisant partie de l'entreprise, même temporairement à titre gratuit. Et lorsque vous avez notamment des apprentis qui viennent travailler chez vous, ou même des bénévoles, eh bien, s'il n'y a pas à proprement parler de rémunération, il y a malgré tout un lien de subordination et à partir du moment où ils travaillent avec vous, eh bien, ils sont considérés comme faisant partie de votre personnel, en tout cas au niveau de la responsabilité. Et c'est dans ce cas-là l'entreprise qui est responsable des personnes qui vont travailler pour vous et avec vous. Que va-t-on couvrir dans le cadre d'une exploitation? Tout ce qui est dommages matériels et corporels causés à des tiers. Les dommages immatériels qui en découlent sont également couverts. L'immatériel, c'est quoi? Ça peut être une perte de bénéfice, une perte de rendement suite à fermeture d'un commerce. Il n'y a pas de dommages à proprement parler. Par contre, si la boutique est fermée parce que vous avez occasionné une fuite à la toiture et que le commerce n'est plus accessible, eh bien, c'est un dommage immatériel qui découle directement du dommage couvert. Exemple de sinistre que l'on rencontre en exploitation, vous êtes en train de travailler et il y a une pompe à béton qui tombe sur le toit d'une maison, il y a bien évidemment dommage à tiers et à partir de ce moment-là, vous êtes censé les indemniser. Alors, je rappelle que l'exploitation n'est pas obligatoire en soi, donc légalement imposée par le législateur, mais il est clair que lorsque vous avez ce type de dommage qui survient et que vous avez des montants relativement importants au niveau des réparations, si vous n'avez pas d'exploitation, vous pouvez parfois mettre votre entreprise en difficulté, surtout si elle est jeune et si elle n'a pas encore beaucoup de trésorerie. Autre type de dommage, l'incendie, par exemple, H&M à Bruxelles, à partir du moment où vous effectuez des travaux dans un immeuble et que vous occupez une partie de celui-ci ou la totalité, eh bien, vous êtes indirectement responsable des dommages que vous pourriez occasionner à cet immeuble également. Qu'est-ce qui n'est pas couvert dans une exploitation? Tout ce qui est dommage au propre ouvrage, ce qui est logique, puisque ça fait partie du contrat. Les travaux qui sont mal réalisés, vous imaginez si on doit commencer à prendre en charge tous les travaux qui sont mal réalisés parce que votre béton n'a pas pris, parce que vous n'avez pas bien mesuré la hauteur de votre escalier ou que sais-je encore. Les dommages au propre matériel et aux biens loués non plus, donc il n'y a pas de notion de tiers à ce niveau-là. Et les dommages prévisibles, bien évidemment. Si vous devez faire une chape en béton et que vous ne protégez pas les soubassements qui sont juste à côté ou autres, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des éclaboussures et les compagnies d'assurance vont avoir difficile à intervenir sans contestation. On va un petit peu parler maintenant de la tout risque chantier. Alors, une assurance tout risque chantier consiste en deux divisions. La première, c'est une assurance de dommages qui couvre les réparations des dégâts matériels aux travaux de construction que vous êtes en train d'ériger. Et la division 2, ce sont les assurances facultatives de la responsabilité civile. Donc, ce qui veut dire qu'on peut adjoindre dans une tout risque chantier en deuxième rang une RC exploitation. Normalement, tout entrepreneur digne de ce nom a une couverture en RC exploitation auprès d'une compagnie d'assurance et c'est elle qui va intervenir en premier rang jusqu'à un montant qui est déterminé dans les conditions particulières du contrat. Mais si ce montant est relativement bas par rapport aux travaux réalisés, eh bien, on peut, dans le cadre d'une tout risque chantier, prévoir une augmentation des couvertures en RC exploitation
avec une couverture en deuxième rang qui permettra d'augmenter alors la capacité totale d'indemnisation. Alors, deux possibilités pour souscrire tout risque chantier, soit un chantier déterminé, c'est-à-dire que pour un chantier bien spécifique, la construction d'une maison par exemple, on va prendre une police uniquement pour ce chantier-là. On peut également prendre une police de type abonnement, principalement pour une entreprise d'une certaine taille et qui va par exemple réaliser une dizaine d'habitations sur une année, eh bien, elle peut prendre une formule abonnement, ce qui permet d'avoir une simplification au niveau de la procédure de souscription et une simplification également au niveau des suivis des chantiers pour déterminer le montant global des couvertures à accorder et des primes qui vont avec. Qui va-t-on couvrir dans le cadre d'une tourisme chantier? La tourisme chantier, elle est généralement souscrite par l'entrepreneur principal ou le maître d'ouvrage. Elle a pour objectif de couvrir tous les participants au chantier, le maître d'ouvrage compris, en tout cas sa responsabilité, même s'il ne travaille pas directement sur le chantier, et sont assurés et peuvent donc compter sur la couverture, tout ce qui est entrepreneur principal, sous-traitant, maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études, ingénieur, etc. Les co-traitants également. Et lorsqu'une tourisme chantier est souscrite, elle est souvent intégrée au cahier des charges et à partir de ce moment-là, la répartition du paiement de la prime soit se fait par l'entrepreneur principal ou bien se partage auprès des différents intervenants. Quel bien va-t-on pouvoir couvrir dans le cadre d'une tourisme chantier? Donc, le chantier en soi, qui est l'objet du contrat, exemple, la réalisation d'une habitation unifamiliale, sera bien évidemment considéré comme le bien de base à couvrir si c'est le contrat que vous avez réalisé. On peut y intégrer également les matériaux et éléments qui sont prévus être incorporés dans le chantier. Je veux dire par là que si à un moment donné, vous avez des tablettes en pierre de taille pour mettre comme seuil ou comme appui de fenêtre et qu'ils sont prévus être incorporés à l'ouvrage, eh bien, nous pouvons également les couvrir à partir du moment où ils sont arrivés sur chantier. Tout ce qui est équipement de machines, installation, etc., on peut le couvrir également, bien immobilier par destination y compris. Et alors, les ouvrages provisoires, construction temporaire indispensables pour la réalisation de ce chantier peuvent être couverts également. J'entends par là des bureaux de chantier où, à la limite, on peut couvrir également ce qui est échafaudage ou bien structure type pale-planche, etc., lorsque l'on doit travailler à sec. On peut également couvrir d'une façon optionnelle les biens existants, c'est-à-dire les bâtiments construits et installations propriétaires du client. Donc, je parle bien de ce qui est propriétaire du client et pas le voisinage. Donc, dans le cadre de travaux de restauration, si à un moment donné, vous devez ouvrir une partie de la maison pour y installer et rajouter une véranda qui fait l'objet du contrat, eh bien, on peut couvrir le bien existant sur lequel vous allez devoir travailler également. Donc, la police touriste chantier est une couverture tout risque. C'est un petit peu l'équivalent d'une omnium pour le bâtiment que vous êtes en train de construire. Tout est couvert sauf ce qui est exclu. Et ce que les assureurs vont indemniser, ils remboursent les frais réels de retour d'un article ou d'un bâtiment endommagé dans son état d'origine ou de remplacement d'un article ou bâtiment perdu au cours d'un sinistre. Alors, les causes possibles des dommages que l'on va trouver en tout risque chantier, ça peut être des causes naturelles telles que la foudre, le gel, la tempête, le vent, la pluie, l'eau, les affaissements de sol, tremblements de terre, explosions, etc. On peut avoir également des causes externes comme le vol, le vandalisme, l'incendie criminel et autres, et même l'incendie accidentel également. Alors, dommages les résultats d'une erreur humaine lors de l'exécution des travaux sur chantier sont couverts également lorsque l'on parle bien d'une erreur humaine, mais pas d'un manque de résultats ou d'une mauvaise exécution des travaux.
Exemple, le coffrage en bois d'un pont en construction prend feu. Donc, l'ouvrage que vous avez à réaliser, c'est le pont. Lors de la réalisation des travaux, vous réalisez un coffrage, mais pendant que vous êtes en train de travailler, le feu prend et détruit l'entièreté du coffrage et le pont. Eh bien, ça peut être couvert dans le cadre d'une touriste chantier. Idem, comme nous le disions ici, vous êtes en train de construire une habitation. La structure de la maçonnerie est encore un petit peu légère et pas encore bien prise, il y a un coup de vent qui fait tomber le tout, eh bien tout ça, bien évidemment, sera couvert. D'une part, la prise en charge de la reconstruction du pignon sera prise en charge par la touriste chantier et les dommages à tiers, s'il y en a, seront couverts dans le cadre de la RC exploitation. Alors, la durée de l'assurance dans le cadre d'une touriste chantier, eh bien, on va couvrir le bâtiment à construire ou les rénovations à effectuer pendant la durée du chantier. Et la fin de la garantie, ce sera la livraison provisoire ou définitive. On peut éventuellement faire une extension pendant la période de montage et période d'essai, mais c'est moins spécifique dans tout ce qui est construction. On peut également prévoir une extension possible pendant une période d'entretien de 1 ou 2 ans, qui va donc prolonger les garanties proposées par une touriste chantier pour le bien construit pendant une période d'1 ou 2 ans. Alors, le troisième élément dont on va parler ici, la troisième couverture, c'est la RC décennale. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la RC décennale est la seule assurance obligatoire, ce qui ne veut pas dire que votre responsabilité décennale n'existait pas auparavant. Il faut savoir que tous les entrepreneurs de construction et autres, tous ceux qui réalisent des travaux qui sont susceptibles d'occasionner des dommages au niveau de la solidité, la stabilité et l'étanchéité d'un bien, ont une obligation d'être responsables pendant 10 ans des biens qu'ils ont construits à ce niveau-là. Maintenant, vu qu'il y avait des contestations, le législateur est intervenu en 2017 et a dit maintenant, il ne suffit plus de partir simplement du principe que les entrepreneurs sont responsables de la solidité, de la stabilité et de l'étanchéité des biens qu'ils construisent. À partir du 31/5/2017, il y aura obligation de souscrire une police d'assurance pour protéger le consommateur envers ces risques. L'obligation vaut donc pour tous les entrepreneurs, architectes et autres prestataires de services de la construction, et on va voir un petit peu plus loin pour quel type de travaux principalement. Particularité de la loi, c'est qu'elle prévoit que pour que les sous-traitants et autres ne se substituent pas à leurs obligations, eh bien, cette obligation de souscrire une RC décennale entraîne automatiquement, la couverture de leurs préposés et sous-traitants qui seront également d'office couverts. Le champ d'application de cette loi, c'est quoi? C'est tout ce qui a rapport à la construction, rénovation, habitation en Belgique qui nécessite l'intervention d'un architecte et l'obtention d'un permis de bâtir. Et ça, c'est un élément très important puisque la loi vous impose à souscrire une RC décennale uniquement et uniquement si ces 4 conditions sont remplies, à savoir que vous allez vous attaquer à des travaux de construction ou de rénovation d'une habitation. Il faut que ce soit impérativement en Belgique. Il faut qu'il y ait également l'intervention d'un architecte qui soit obligatoire pour la réalisation des travaux et également d'un permis de bâtir. Si vous devez faire des travaux de rénovation sur un coin d'une toiture, par exemple, mais que ça ne nécessite pas l'intervention d'un architecte ou d'un permis de bâtir, vous n'avez pas besoin de souscrire une RC décennale. Petite explication également concernant la définition d'une habitation. On part du principe que maintenant, une habitation privée ou commune avec des locaux sanitaires utilisés par plusieurs personnes, eh bien, à partir du moment où il y a bien un lien familial
entre les différentes personnes qui occupent le bien, eh bien, on va partir du principe que c'est une maison familiale et qu'à partir de ce moment-là, il y a une assurance obligatoire qui doit être souscrite. Exemple, les habitations de type kangourou, où il y a plusieurs générations de personnes qui vivent sous le même toit, on considère que c'est une même entité privée. Par contre, si maintenant il n'y a pas de lien familial au niveau des différents utilisateurs, il n'y aura pas d'obligation d'assurance. Et exemple, ce sont les maisons de repos, co-housing et compagnie, c'est-à-dire à partir du moment où chacun a un petit peu sa partie privative bien plus déterminée. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour faire un petit peu la distinction entre ce qui est habitation privée ou bien un petit peu plus collectif mis à disposition. Quels sont les travaux qui vont tomber sous le scope de la loi de l'ARC décennale? Eh bien, ce sont bien évidemment tous les travaux qui, à un moment donné, pourraient occasionner des dommages à la stabilité et l'étanchéité et la solidité du bien que vous devez construire. Exemple, les travaux de toiture en soi, à un moment donné, peuvent avoir un impact sur l'étanchéité, donc doivent être couverts. Tout ce qui est travaux de maçonnerie, de rejointoyage, les menuiseries extérieures, pose de châssis y compris, les poses de vitrage également, même si indirectement, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme incidence sur la solidité et la stabilité du bien, mais c'est repris comme tel. Travaux de terrassement, bien évidemment, tout ce qui est travaux de fondation, de plâtrerie, de façonnage et de façade extérieure, canalisation souterraine, travaux d'étanchéisation des murs, pose de chape et pose de revêtement de sol. Maintenant, si vous êtes électricien et qu'à un moment donné, vous devez faire un trou même dans un mur porteur pour passer 2 ou 3 câbles, vous ne risquez pas d'occasionner des problèmes de stabilité. Donc, la décennale ne vous concerne pas. Par contre, si vous êtes couvreur et qu'à un moment donné, vous devez aller réaliser une charpente et puis sur cette charpente, aller poser une toiture, s'il y a un permis de bâtir et s'il y a un architecte, vous devez bien évidemment prendre une couverture décennale. Donc, le but ici, c'est de pouvoir faire une distinction claire entre 3 assurances, une qui est prévue pour indemniser les tiers via la RC exploitation, une qui est prévue pour indemniser le propre ouvrage que vous êtes en train de réaliser, et une pour couvrir votre responsabilité décennale si par avance il y avait un souci de stabilité au niveau d'un bien que vous avez construit dans les 10 dernières années. Voilà globalement ce que l'on peut dire sans trop rentrer dans le détail ni trop vous noyer avec des chiffres ou des explications, mais au niveau des principes, voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition via le QR code également. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation qui était très claire. On a reçu plusieurs petites questions. J'invite peut-être Daniel à remettre sa caméra aussi pour pouvoir y répondre. Alors, la première question, elle était à destination de Daniel. Et donc, c'était quelles sont les différences entre le contrat en alternance IFA-PME et un PFI? J'espère que vous m'entendez. Voilà, je On redémarre t'entend. ma vidéo. Comme ça, vous allez peut-être me revoir après que j'ai recentré. Alors, PFI ou contrat en alternance, c'est 2 choses totalement séparées, totalement différentes. En fait, non pas parce qu'elles ne sont pas portées par le même opérateur. Il faut savoir que le PFI est une mesure qui est proposée par le Forem et PFI pour plan formation insertion. L'objectif du PFI est de former pour une courte période un demandeur d'emploi en entreprise. C'est pour une période de 1 mois à 6 mois maximum. Pendant la durée de la formation, l'entreprise, je pense, ne paye pas du tout le stagiaire, mais elle a l'obligation, après cette durée de formation, de l'engager pour une période identique à la période de la formation. Donc,
Voilà, c'est un autre dispositif de formation et d'insertion en entreprise. Pour moi, la grosse différence, c'est qu'au niveau d'un PFI, on va plus s'orienter vers un PFI quand on doit former à un poste de travail bien précis et pas à un métier global, par exemple au métier de maçon dans sa globalité. On va peut-être prendre un PFI parce que j'ai besoin d'un manœuvre pour simplement faire les mélanges de mortier, mais on ne va pas prendre un PFI pour former un maçon avec toutes les compétences qu'a besoin un maçon, parce que non seulement ce n'est pas suffisant en 1 mois ou 6 mois, et donc, voilà, c'est deux systèmes qui existent. Il en existe beaucoup. Même le Forum propose un certain nombre de dispositifs de formation et d'insertion en entreprise. Le PFI en est un, la formation en alternance, les contrats d'alternance en sont un autre. Voilà. Maintenant, s'il y a besoin d'éclectique, je peux encore aller plus loin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si la personne qui avait posé la question est satisfaite de ma réponse. Je n'entends plus personne. Gauthier, Oui. voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Je passe à la question suivante, donc qui est à destination de Monsieur Olivier. Est-ce que les aménagements extérieurs d'une maison, entre parenthèses, terrasse, allée de garage, raccordement à l'égout, etc., doivent être souscrits à une décennale? Bien, aménagement extérieur, ça dépend ce qu'on entend par aménagement extérieur. Si maintenant la maison a été construite, qu'elle est finie, je dirais, et qu'elle est installée sur une dalle flottante ou quelque chose du genre, et que vous allez juste travailler à côté pour faire des allées, des sentiers et enterrer des tuyaux d'égouttage, théoriquement, non, dans la mesure où si vous n'allez pas chipoter, je dirais, à la structure même de la maison, il n'y a pas de souci. Si par contre, maintenant, vous devez aller juste à côté d'une habitation, creuser un grand trou pour y mettre une citerne à mazout de 5000 litres et que vous êtes juste à côté des fondations ou autres, attention. Maintenant, quand je dis attention, c'est par rapport à votre responsabilité décennale, où on pourrait dire à un moment donné, après 5 ans, tout s'est affaissé et on voit bien que la maison a un petit peu tendance à bouger. Vous pourriez avoir une responsabilité au niveau décennal, mais ça ne veut pas dire que vous devez souscrire une police d'assurance RC décennale. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au départ, ce n'est pas nécessairement une activité qui va nécessiter l'intervention d'un architecte, ni le fait d'avoir un permis de bâtir. Donc, ce sont quand même 3 règles qu'il faut impérativement retenir. Il faut que ça concerne une habitation, et il faut, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait intervention d'un architecte et qu'il y ait obligation d'un permis de bâtir. Alors, je crois qu'à un moment donné, il y a une question de bon sens aussi. Il est clair que si vous êtes peintre et que vous allez peindre un bâtiment, même une habitation à l'intérieur, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque et il n'y a pas d'obligation. Même si c'est une nouvelle maison et que tous les autres ont souscrit, vous n'êtes pas concerné. Par contre, lorsque vous allez faire des travaux à l'extérieur qui pourraient être trop proches de l'habitation et d'occasionner des dommages à sa stabilité, là, attention à votre responsabilité et vous n'avez obligation de souscrire, comme je le rappelle, qu'à partir du moment où il y a un permis de bâtir et un architecte. J'espère que je suis clair et complet. C'est toujours ça qui prime, hein. C'est le fait de savoir si on rentre dans les conditions obligatoires pour souscrire le contrat. Mais si on est en dehors des obligations légales de souscrire un contrat, ce n'est pas pour ça que vous ne conservez pas une obligation d'être responsable des travaux que vous réalisez, hein. Merci beaucoup, Monsieur Olivier. Troisième question donc pour Monsieur Renard. Comment savoir si notre activité très spécialisée, entre parenthèses construction métallique, est assez large pour une formation en alternance? Comment le savoir? Le plus simple, c'est de contacter l'IFAPME et
comme je l'ai dit, mais rapidement dans ma présentation, les entreprises doivent être agréées. Alors, l'agrément, c'est vrai que c'est un terme qui est un peu pompeux. En fait, ce que nous, on entend par agrément, c'est que l'on va aller dans l'entreprise, on va discuter avec vous et on va voir un petit peu si votre entreprise répond à la majorité des tâches qui sont demandées dans le cadre de la formation à un métier. Je prendrai un exemple juste après. On ne demande pas à ce que l'entreprise fasse 100% de ce qui est prévu dans le référentiel de formation pour la formation à un métier, mais on essaie de voir si l'entreprise répond à 70%, 75%, et qu'elle peut dire, ben voilà, pour une partie, je peux encore expliquer à l'apprenti ou au stagiaire comment faire, même si moi, je ne le fais pas tout le temps. À ce moment-là, il n'y a pas de souci, on pourra former ensemble. Un exemple que je vais donner, qui n'est pas du tout dans le secteur de la construction, je vais prendre un exemple dans le secteur de l'alimentation et peut-être dans le secteur de la boucherie, parce que c'est là tout le monde le comprend. Nous avions la formation de boucher, charcutier, traiteur. Et ben, il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, le métier de boucher est appréhendé à la fois, heureusement encore, par un grand nombre d'artisans qui, eux, réceptionnent encore leur demi-porc ou leur cuisse arrière de bœuf ou avant et qui font les découpes. Par contre, dans les grandes surfaces, on se rend compte qu'ils reçoivent tout en ce qu'ils appellent prêt à trancher, donc tout est sous vide. Ils ont un gros rôti, ils n'ont plus qu'à couper les steaks. Et donc, à un certain moment, on s'est dit, mais ça, c'est plus le même métier du boucher. Et donc, à ce niveau-là, on ne pouvait plus accepter que certaines grandes surfaces forment des bouchers artisans. Et donc, ben, voilà, plutôt que de dire, dans ce cas-ci, plutôt que de dire aux grandes surfaces, vous devez abandonner la formation d'alternance, on a, dans ce cas-ci, créé une formation spécifique de boucher, je ne vais pas dire boucher en grande surface, mais boucher industriel quasiment, de manière à toujours maintenir la formation d'artisans bouchers qui nous tient fort à cœur. Et donc, ben, si dans la construction métallique, on se rend compte que, je ne sais pas, au niveau de la soudure, il y a 3 types de soudure et que vous n'en pratiquez qu'une, ben, soit que dans la discussion, on pourrait se dire, oui, je pourrais voir avec mon stagiaire la soudure de tuberon voilà, en inox. Je dis ça, je n'y connais rien dans le secteur. Ben, OK, c'est une case que l'on cochera. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez envie de vous engager dans la formation d'alternance, prenez contact avec nous. On ira chez vous avec les documents, les référentiels de formation, et c'est ensemble qu'on va analyser si c'est possible ou pas. Et ce n'est pas simplement sur une décision de l'un ou l'autre que la décision tombera, quoi. Donc, on analysera réellement ensemble. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Renard. Juste une petite question, c'est on a une participante qui s'appelle Alix ou un participant, donc qui a commencé une question mais qui ne l'a pas fini, donc on ne sait malheureusement pas y répondre parce qu'il manque la fin de la question. Oui, Gauthier, Si elle veut- la suite de la question vient d'être ajoutée. Voilà. Ah, super. Ouais. Donc, voilà. Nous posons des vitrages sur une nouvelle verrière qui viennent se poser contre la façade arrière d'une maison existante, entre parenthèses maison bruxelloise. Un architecte est sur le dossier et un permis de bâtir a été octroyé. Sommes-nous dans les critères pour prendre une garantie décennale? Donc, c'est pour M. Olivier. Peut-être qu'il va mettre Si son je micro. comprends bien, vous êtes en train de restaurer une verrière dans une maison à Bruxelles. Si je comprends bien aussi, c'est une verrière qui est déjà existante et il se peut que ce soit un ouvrage d'art qui soit classé ou autre. Donc, à un moment donné, si de toute façon, il y a un architecte et un permis de bâtir, oui, parce que le problème de stabilité, à mon avis, vous n'en avez pas beaucoup. Par contre, vous avez un risque de problème d'étanchéité.
Donc, pour moi, il est tout à fait concevable que l'on vous impose dans le cahier des charges de souscrire une décennale. Alors, je reviens un petit peu sur une notion. Pourquoi est-ce que cette loi est arrivée en 2017? Il faut savoir que cela provient principalement des architectes qui trouvaient discriminatoire le fait qu'eux doivent se couvrir au niveau de décennale et que les entrepreneurs souvent prenaient ça un petit peu par-dessus la jambe. Donc, ils ont interpellé le législateur et le législateur a décidé que maintenant, ce serait obligatoire de prendre une assurance décennale. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que, in fine, la responsabilité de vérifier si tout le monde est bien en ordre par rapport à cette obligation légale, eh bien, elle est quand même toujours du ressort des architectes. Et qu'actuellement, en théorie, je dis bien en théorie, un chantier quel qu'il soit ne peut pas démarrer si il y a obligation légale de souscrire une police décennale et cette obligation de vérifier que tout le monde soit en ordre et que tout le monde fournisse une attestation, puisque lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance décennale, la compagnie vous délivre une attestation et vous devez remettre cette attestation à l'architecte. Si à un moment donné, dans des travaux que vous devez réaliser, comme ceux dont vous parlez, qui sont un peu spécifiques, il y a bien un architecte qui s'en occupe, eh bien, vous pouvez l'interroger en lui disant « Tiens, monsieur l'architecte, est-ce que vous qui êtes responsable du chantier, est-ce que je suis obligé de souscrire une décennale pour ce travaux à réaliser également ?» Et à ma connaissance, s'il y a un permis de bâtir et un architecte, vous aurez l'obligation de souscrire une décennale. Merci beaucoup pour cette réponse qui me semble assez complète. On est arrivé au bout des questions qui ont été posées à nos intervenants. Donc, je pense qu'ils ont tous les deux notifié le fait qu'ils sont encore disponibles pour vous après ce webinaire si une question vous vient ce soir en allant vous coucher. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Je tiens à vous remercier pour votre présence, à remercier aussi nos deux intervenants, donc Monsieur Olivier et Monsieur Renard, pour leurs présentations qui ont été claires et complètes. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous remercie encore pour votre participation à toutes et tous. Merci à tous également. Merci à tous et à votre disposition si besoin.